Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 171 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va tacler un problème que rencontrent énormément d'entrepreneurs et je mettrai ma main ou à minima mon ongle à couper que cela va concerner au moins 95% d'entre vous peut-être, voire même 99%. Je ne compte plus le nombre de fois où des abonnés viennent me parler sur Instagram ou des clients, des élèves viennent me voir en me disant « Aline, mon problème c'est que j'ai beaucoup trop d'idées, trop de choses en tête, mon cerveau ne s'arrête jamais et surtout je ne sais pas quelle idée faire en premier, j'ai envie de tout faire, je ne sais pas quelle est la bonne idée pour moi, comment est-ce que je choisis ou est-ce que je peux tout faire en même temps ?» Et justement, l'objectif de cet épisode de podcast est d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Et pour le faire, je ne vais pas être toute seule puisque j'accueille Jamila Boukalfa sur le podcast. Donc Jamila Boukalfa, je vais faire sa présentation juste après, mais dites-vous que c'est une spécialiste ce qu'elle appelle sport du cerveau, des hauts potentiels, des multipotentiels également, et surtout de la neuroscience. Et donc on va aborder toute cette question de j'ai trop d'idées, comment choisir la bonne, ou alors comment m'en sortir avec mon cerveau qui me fait des nœuds à travers le filtre de la neuroscience. J'espère que vous êtes autant hypés que moi par cet épisode et tout de suite je vous laisse découvrir mon échange avec Jamila et je vous retrouve pour la conclusion. Bonne écoute tout le monde. Hello Jamila, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu? Hello Aline, ça va super bien et j'espère que toi aussi. Et puis je suis très heureuse d'être là pour ce podcast, donc c'est génial. Honorée de t'accueillir et puis merci de venir nous faire bénéficier de ton expertise surtout parce que je suis hyper curieuse et hypée, comme je le disais dans l'introduction, de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui parce que ça va, je pense pour moi et pour les auditeurs, ouvrir aussi tout un panel de possibilités et de connaissances que nous n'avions pas encore. Donc merci d'avance pour tout ce que tu vas nous partager. Ben, super, avec plaisir de contribuer à apporter un peu plus de valeur à ajouter, c'est le but. Donc voilà, plaisir partagé. Alors du coup, Jamila, j'ai pris pour habitude de faire moi-même la présentation de mes invités. C'est l'occasion de vous passer la pommade, de vous faire plaisir et de vous introduire auprès de l'audience. Est-ce que tu es prête à entendre la tienne? Yes. Alors, Jamila, tu te définis toi-même comme athlète du cerveau. Après avoir travaillé comme formatrice au sein d'organismes de formation, tu as découvert ce que tu appelles les sports de cerveau et tu es vice-championne de France de mind mapping. Tu as également participé au championnat du monde de mind mapping et de lecture rapide. Tu es maman solo. Et ta mission, c'est d'aider les personnes, et tout particulièrement les entrepreneurs multipassionnés et multipotentiels, à canaliser leurs idées pour être plus productifs, passer à l'action et rester focus sur leurs objectifs. Je sais que les entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels sont une grande majorité des auditeurs de ce podcast, donc autant te dire que tu es la bienvenue. Je les entends d'ici applaudir très fort et on a hâte de voir tes paroles. Magnifique, une belle présentation. Ah, c'est agréable quand même d'avoir quelqu'un qui te présente, ça change. Franchement, on est plus à l'aise. Quand on se présente soi, généralement, peut-être qu'on oublie de certaines choses, on fait preuve d'humilité, etc., etc. Et quand c'est quelqu'un d'autre, je trouve que c'est différent. Donc, en tout cas, j'ai apprécié. J'ai une toute première question pour toi qui est de quand on parcourt ton profil, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, on voit que tu parles de neurosciences et on voit que tu parles de neuroefficience. Est-ce que tu peux définir pour nous ce que c'est, de quoi on parle, à quoi ça correspond? Ok, yes. Alors, je vais le vulgariser de manière très simple, en fait, par rapport à la définition. En fait, c'est la performance à moindre coût neurologique au niveau de notre cerveau. C'est, ok, je vais être performant, mais je ne vais pas mettre à mal mon cerveau. Et c'est tout le but, en fait, de ma mission aussi derrière tout ça. C'est ok, je veux être productif, mais je peux aussi être serein, en fait, et prendre soin de mon cerveau qui est juste malmené, en fait, par rapport à la période que l'on vit, la période actuelle. En fait, on est dans une période de vie où on vit plutôt bien, généralement. On mange à notre faim, on a un toit. Enfin, voilà, je te parle de manière globale. Mais notre cerveau n'a jamais autant souffert. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, oulala, il faut faire attention. Prendre soin de son cerveau, c'est primordial. Surtout quand on est jeune, on se dit, oui, j'ai le temps.
je me rappelle de tout. On se dit, parce qu'on est jeune, notre cerveau il est en bonne santé, etc. Mais il faut aussi penser à plus tard et à plein d'habitudes qu'on met en place actuellement qui pourraient être quand même assez négatives pour les années à suivre. Donc l'idée, si tu veux, c'est OK, je vais être performant ou performante, mais l'idée, c'est de toujours prendre soin de son cerveau en même temps, en fait. C'est mon message aussi derrière ce que je fais. Donc tu veux dire qu'on est aujourd'hui dans une société, dans un courant où nos cerveaux sont sursollicités et qu'on va essayer non seulement d'en tirer le meilleur parti, mais tout aussi en le préservant. Enfin, j'imagine que c'est le préserver de toutes les sollicitations extérieures qui sont multiples, c'est des milliers par jour, etc. C'est bien ça? Exactement, en fait. C'est le challenge, le gros challenge, puisque actuellement, c'est avec l'ère de l'information, on parle même d'infobésité. L'information n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un clic, on reçoit de l'information, on participe à tout plein de masterclass en une semaine pour avoir de l'information et on se surcharge d'informations. Et si on ne fait pas le tri, etc., eh bien, ça peut paralyser. Il y a des personnes qui ne savent plus par où commencer, etc. Alors qu'il fut une époque, les gens, ils s'envoyaient des lettres tous les, je ne sais pas combien de mois. Ils avaient beaucoup moins d'informations. Ils pouvaient rester focalisés sur une thématique, etc., etc. Donc, c'est un gros challenge aujourd'hui de préserver son cerveau, je trouve. Est-ce que c'est là aussi on peut parler de charge mentale par rapport au cerveau? Carrément. De surcharge cognitive. Okay. Là, carrément, par rapport à l'infobésité, on peut carrément parler de surcharge cognitive et on est en plein dedans avec la société dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, les publicités en tout genre, partout, même dehors. C'est vraiment un gros challenge aujourd'hui. Je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis et au-delà de, parce que tu l'as cité, se retrouver parfois paralysé devant toutes les informations et tous les choix qu'on a, quels sont les autres risques de cette surcharge mentale et de cette surcharge cognitive? Alors, il y a le burn-out. L'épuisement mental, mais je pense que vraiment le burn-out c'est vraiment un risque quand même qui est assez lourd quand même parce que pour se remettre d'un burn-out il faut 3 à 5 ans, les spécialistes le disent. Donc il peut y avoir du burn-out, il peut y avoir peut-être après voilà c'est à vérifier mais parce que je me renseigne dessus parce que j'adore le cerveau, écouter des informations autour de ça par rapport au vieillissement de notre cerveau aussi. Le cerveau peut vieillir plus vite ou plus mal aussi par rapport à la surcharge mentale et tout particulièrement pour les femmes qui sont sujets à la charge mentale. Donc là, c'est plutôt sur le long terme, il peut y avoir aussi des effets en fait. Est-ce que, alors là, j'ai aucune idée de ce que je suis en train d'avancer, mais vu que tu parles de vieillissement prématuré du cerveau, je me questionne là-dessus, je sais pas si tu auras la réponse. Est-ce que toutes les maladies de cerveau, qui sont aussi dites des maladies de civilisation, type Alzheimer, Parkinson, etc., c'est des choses qui peuvent être... Est-ce qu'il y a des études qui disent qu'aujourd'hui, ça peut être corrélé à la surcharge cognitive, ou est-ce que pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le sujet? En fait, en France, on n'en parle pas tellement, mais c'est vrai qu'une fois, j'étais tombée sur une interview. C'était une neuroscientifique, mais américaine, en fait, qui parlait de la surcharge mentale et le lien avec l'Alzheimer. Après, à voir, à préciser par rapport aux données, parce que j'ai pas des données précises. Mais j'invite les personnes à aller se documenter là-dessus, parce que même moi, je vais me documenter davantage là-dessus. Apparemment, il pourrait y avoir un lien avec la surcharge mentale. En fait, la maladie de l'Alzheimer, elle met du temps avant de s'installer, en fait. Et notamment, la femme, en fait, apparemment, l'Alzheimer touche plus souvent des femmes. Et apparemment, la raison, ça serait que la femme a une charge mentale qui est plus importante. Et on le voit, par exemple, dans les statistiques, la femme a toujours une surcharge mentale beaucoup plus importante que celle des hommes. Et là, avec aussi le Covid, le confinement, ça a accentué la charge mentale. Donc, vraiment, on est en plein dedans par rapport à la thématique de la charge mentale. Donc, vaut mieux, voilà, dès maintenant, se dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place là, maintenant, pour penser à plus tard. C'est comme une forme de développement durable neurologique, ce que je viens de l'inventer, mais voilà, pour penser à plus tard, quoi. C'est important de mettre en place maintenant des bonnes habitudes. Ok, et du coup, question suivante pour s'adresser directement à l'audience qui nous écoute. Comme je disais tout à l'heure, il y a énormément d'entrepreneurs dits zèbres, HPI, multipotentiels, pluripotentiels, enfin après on peut mettre plein de dénominations là-dessus. Est-ce que tu as une raison, est-ce que tu as déjà observé le fait que beaucoup d'entrepreneurs ont cette tendance à la multipotentialité et à avoir trop d'idées et à s'éparpiller de partout? Juste dis-nous pourquoi on est comme ça. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, oui, les entrepreneurs ont beaucoup d'idées. C'est propre aux entrepreneurs parce que voilà, ils lancent une idée, donc forcément, ils ont
ils sont créatifs, ils ont ce truc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi ces entrepreneurs, il y a des profils, comme tu dis, au potentiel, multipotentiel. Mais tous les entrepreneurs ne sont pas forcément multipotentiels ou neuroatypiques. Il y en a quand même, je pense, beaucoup plus au sein des entrepreneurs qu'au sein, par exemple, des salariés ou des choses comme ça, par définition. Oui, c'est vrai, parce que c'est apparemment la meilleure voie à suivre pour ces personnes-là, pour pouvoir être épanouies au travail. C'est vrai qu'on leur propose souvent l'entrepreneuriat. Après, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau du cerveau. Généralement, un multipotentiel au potentiel a un cerveau qui est en arborescence, en fait, où une idée peut en amener une autre et ainsi de suite, où il sera très facile pour ces personnes-là de faire un lien entre deux concepts qui, au premier abord, pourraient être différents, mais hop, la personne, elle peut te créer une compétence, en fait, faire converger des idées entre elles. Donc là, c'est vraiment par rapport à la structure de pensée, en fait, parce qu'elle est en arborescence. Est-ce qu'on peut faire une petite pause là-dessus? Parce que, moi, je suis très familière là-dessus parce qu'avec ma formation de coach, on a travaillé dessus. Mais je pense que beaucoup d'auditeurs vont peut-être entendre pour la première fois le terme pensée en arborescence et pourraient avoir une révélation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail, c'est quoi une pensée en arborescence? Comment ça fonctionne? En fait, la pensée en arborescence, en fait, contrairement à la pensée en linéaire où une idée en amène une autre, où on va plutôt parler de process, c'est un petit peu comme, tu vois, les wagons d'un train. Pour la pensée en linéaire, tu vois, les wagons se suivent, du coup, voilà, c'est linéaire, etc. Et la pensée en arborescence, c'est complètement différent, en fait. Tu vas avoir une idée qui va faire jaillir une autre idée, puis et ainsi de suite. Donc, tu vas avoir tout plein d'informations d'un coup. Et c'est là le challenge, c'est d'arriver à gérer tout ce flux d'informations qui vient assez rapidement, en fait. Et si tu veux, une personne qui a une pensée en arborescence va avoir une vision globale sur les choses, en fait. Donc, c'est pas un système A, B, C, D, E, F, G, H. Non, c'est j'ai une idée, puis d'autres idées vont venir s'accrocher, on va dire, par rapport à cette idée. J'espère que c'est clair. Après, généralement, j'aime bien utiliser ma petite tablette graphique pour expliciter ce concept-là. Mais là, on va dire que la pensée, elle est plutôt irradiante, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut partir dans tous les sens et se disperser. Et c'est là où il faut canaliser cette pensée, en fait, en arborescence et lui apporter une certaine structure pour y voir plus clair et mettre en place des actions. C'est la clé, en fait, de la pensée en arborescence, d'arriver à trouver une structure qui te permet de clarifier un plan d'action et de passer à l'action derrière. J'espère que ça a été clair, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se visualise plutôt que, je trouve, en termes de définition, généralement. Je t'ai trouvé très clair. En fait, c'est vraiment, tu as cette pensée linéaire d'un côté où tu as une idée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et que ce soit de manière soit linéaire, soit chronologique, soit logique, mais on a 1, 2, 3, 4. Là où les pensées en arborescence que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est une idée en engendre 3, chacune de ces 3 idées en engendre 4 autres, et chacune de ces 4 autres en engendre 8. Et du coup, pour une idée de départ, on se retrouve avec 70 ou alors 4 puissance 10 000 possibilités outcomes, comme on peut dire. Et là, on se retrouve ou paralysé devant la surcharge d'informations, ou parfois découragé devant tout ça, sans savoir quoi faire. Exactement. Et une personne qui a une pensée linéaire va davantage se poser la question du comment. Et une personne qui a une pensée en arborescence, plutôt la question du pourquoi. Et c'est vrai ou laquelle. Ça ouvre plus le champ des possibles, c'est vrai, le pourquoi, alors que le comment, on est vraiment sur un process qui va venir derrière, en fait. Je pense, encore une fois, merci d'avoir un peu insisté là-dessus, parce que beaucoup de gens, je mettrai ma main à couper, vont se dire « Ah ouais, mais en fait, là, elle vient de me décrire, mais je pensais que tous les êtres humains pensaient comme ça, mais non. Non, c'est loin d'être le cas. La pensée en arborescence est plutôt, j'ai envie de dire, rare et typique des HPI, des zèbres et compagnie, quoi. » Exactement. Et dernièrement, en fait, j'ai accompagné une maîtresse, en fait, qui a cette pensée en arborescence et qui l'a découvert plus tard et qui, en discutant avec ses collègues, s'est toujours senti un peu un décalage. Et même, elle m'a dit bête. Elle se sentait un peu nulle, un peu bête. Elle se dit, mais pourquoi j'ai cette façon de penser là? C'est que je suis bizarre. Voilà, la normalité, c'est tout séquencer. À l'école, on séquence tout. C'est pour ça que souvent, ceux qui ont une pensée en arborescence ont des échecs, un échec scolaire. Parce que tout est séquencé, en fait. C'est ça. Et voilà, les zèbres, les multipotentiels, ils ne fonctionnent pas comme ça, en fait. Une fois, elle a fait un test en présentant, tu vois, le mind mapping à ses élèves. Approximativement, en fait, c'était 50-50. Tu avais 50% des élèves qui adhéraient
et 50% qui n'adhéraient pas. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que quand même, il y a pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça et qui ne le savent pas et parfois, en fait, peuvent manquer de confiance en elles, puis se dire qu'elles sont un petit peu en décalage ou dispersées, paumées, alors que pas du tout. Oui, qui pourrait avoir l'impression de pas être comme tout le monde, entre gros guillemets, juste parce que le cerveau fonctionne différemment, mais ça veut pas dire qu'il fonctionne moins bien. Exactement. D'ailleurs, j'ai envie de dire, tout ça, ça fait des très très bons profils entrepreneuriaux, justement parce qu'il y a cette capacité à voir 10 coups d'avance dans toutes les directions possibles. Et comme j'aimais beaucoup ton terme de pensée irradiante, quoi, parce que c'est très imagé, quoi. Et oui, cette capacité à être visionnaire en fait sur les choses et à faire converger des idées entre elles, à créer de nouvelles compétences, en fait, à être mais créatif en fait. Donc on a besoin de ces personnes-là qui pensent en dehors de la boîte, comme disait Steve Jobs. Et je pense même que potentiellement il était multipotentiel ou au potentiel parce qu'il avait toujours ce truc de dire qu'il fallait penser en dehors de la boîte. Faut se dire que c'est un atout à maîtriser sa pensée en fait, maîtriser sa pensée pour en tirer le nectar en fait qui fait que on peut apporter quelque chose dans ce monde. Et ben justement, j'aime beaucoup cette idée d'apprivoiser, de connaître son style de pensée, de l'apprivoiser, de s'en servir plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule qui finalement n'est pas adapté pour une pensée en arborescence quand on est linéaire ou vice-versa linéaire quand on est en arborescence. Et du coup, là, on va rentrer un petit peu dans le dur de ce podcast, on va rentrer en mode solution et plan d'action. Comment est-ce qu'on fait quand on a un système de pensée en arborescence ou qu'on se reconnaît plutôt dans le « j'ai beaucoup trop d'idées », comment est-ce qu'on fait pour faire le tri et pour clarifier tout ça? Alors déjà, dès qu'on a une idée, moi ce que je conseille c'est de prendre une feuille et de la noter. Moi ce que j'ai c'est j'ai une chemise, c'est une espèce de boîte à idées où je vais vraiment mettre toutes les idées que j'ai. Je vais pas le laisser comme ça, à un moment donné il va falloir ressortir et puis faire le tri. Et déjà se poser la question, déjà avant de faire le tri, de se dire, bon, ça je mets de côté, ça je mets de côté, de se dire, est-ce que toutes les idées que j'ai notées sont bonnes à être réalisées? Est-ce que je vais pouvoir tout réaliser? Vraiment se poser cette question-là, déjà, je trouve que elle est apaisante, cette question, parce que oui, on peut avoir beaucoup d'idées, mais est-ce qu'elles sont toutes bonnes à être réalisées? Telle est la question. Donc déjà, se poser cette question-là et venir en fait, à partir de ce que j'appelle un brouillard d'idées, faire comme un entonnoir, en fait, finalement, procéder comme un entonnoir. Donc, on va venir trier déjà ce qu'on ne veut plus et on va venir prendre, en fait, ce qui va venir servir nos objectifs actuels. Parce que c'est le but aussi. Je pense que tout le monde en général, quand on est entrepreneur, il faut avoir une vision, des objectifs. Et donc, du coup, c'est de se dire, est-ce que ces idées-là vont servir mes objectifs, en fait? Est-ce que ça va servir mes objectifs? Et est-ce que aussi, ça va aussi être aligné à mes valeurs profondes? Ça, c'est aussi très, très important. Donc, c'est pour ça, là, il faut introspecter. Et enfin, une dernière question aussi, c'est est-ce que ça me fait vibrer? Parce que les personnes à profil multipotentiel ou potentiel ont besoin de kiffer aussi le chemin. Et avant tout, vibrer et kiffer le chemin dans un travail d'introspection pour clarifier, pour faire le tri. Et ensuite, une fois que cette étape-là, elle est faite, de venir concrètement structurer tout ça. Alors moi, je vais pas ça va être logique. Je vais utiliser le mind mapping. Et c'est là où vraiment, là, je vais avoir un plan d'action en fait, qui va se mettre en place grâce au mind mapping. Parce que là, en fait, j'ai vraiment un espèce de plan de route, quelque chose de concret, palpable, qui permet en fait de passer de l'idée à l'action. Et en fait, ça va être le tri, comme j'ai dit, avec le questionnement, le fait de structurer en arborescence pour pouvoir respecter aussi le fonctionnement de son cerveau et faire preuve de efficience. Et ensuite, après, passer à l'action. Moi, j'aime beaucoup, en fait, faire la comparaison avec les architectes. Tu vois, les architectes, souvent, ils ont une idée. Voilà, ils ont une idée. Ensuite, ils font leur plan. Et leur plan, en fait, ils mettent du temps à le faire, en fait. Et cette partie-là, moi, je pense qu'elle est très, très importante. C'est la partie où je viens poser sur papier les idées, en fait. Vraiment prendre le temps. Si ça doit prendre plusieurs jours, ça prendra plusieurs jours. Parce qu'au final, après, une fois que c'est fait et qu'on est aligné avec ce qu'on a mis, le passage à l'action, je trouve, et je le dis vraiment en connaissance de cause et par rapport au retour que j'ai, c'est beaucoup plus rapide et fluide en fait. Ok, donc c'est vraiment mettre toutes ces idées sur papier, les trier en fonction, j'aime beaucoup cette image d'entonnoir en fonction de qu'est-ce qui nous hype, qu'est-ce qui est au service de notre vision, qu'est-ce qui est au service de nos objectifs, etc. Et ensuite les idées qu'on souhaite concrétiser. Toi, tu parles du mind mapping qui a le grand avantage, comme tu dis, d'être neuroefficient parce que c'est la représentation visuelle de notre système de pensée en arborescence. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le mind mapping,
on leur donnera des petits conseils peut-être pour s'y mettre juste après. Et du coup, prendre le temps de passer ce moment sur ce plan d'action-là pour ensuite pouvoir dérouler de manière beaucoup plus fluide. Complètement. Parce que si tu veux, si tu y vas en mode freestyle, bah déjà, en fait, tu perds du Tu temps, tu es t'éparpilles. frustré, tu t'éparpilles, après tu dis, ah non, je fais ceci, je fais cela. Alors que là, quand tu actes vraiment les choses et de manière poussée, où tu t'es vraiment questionné, tu as fait vraiment un travail d'introspection, ben là, le passage à l'action, il est beaucoup plus, je trouve, serein. Après, il y a tout plein de choses à mettre en place pour pouvoir après planifier le tout. Et puis quand on planifie aussi, faire preuve de nos efficience aussi par rapport aux tâches qu'on va devoir mettre en place. Parce que pour pouvoir matérialiser l'idée, il y a des actions à mettre en place. Donc après, là aussi, il y a tout un travail à faire pour gérer son temps, pondérer le nombre d'heures dont j'aurais besoin, le coût, voilà, etc., etc. J'ai très envie de te questionner là-dessus, mais j'ai juste une dernière question avant de passer à comment être neuroefficient même dans ses tâches, dans sa gestion du temps. La question, c'est souvent, j'observe chez mes élèves qui ils mettent en place leur vision, ils mettent en place leur objectif, mais à cause de cette pensée, ou grâce à cette pensée en arborescence, ils ont de nouvelles idées et du coup qui remettent même en cause les objectifs premiers. Et donc quand on est dans ce système d'entonnoir où tu me disais oui, il faut se demander, est-ce que ça est au service de mes objectifs, de ma vision et tout, bah oui, mais comment on fait quand est-ce que une de nos idées vient remettre en cause tous nos objectifs et notre vision? Déjà, quand on fait cette étape-là dans le tour noir, en fait, et quand on a son plan de route, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai mon plan de route que je peux quand même, sur le chemin, modifier, parce que tout est modifiable, et se le dire avant pour être serein, parce que si on se dit, ah non, je pourrais pas le bouger d'un millimètre, ça peut être stressant en fait de se C'est dire vrai. je pourrais pas le bouger. Non, se dire aussi ouais, mais j'ai un plan de route et j'ai une trame. C'est un petit peu comme quand on fait un podcast ou un live, des fois on va avoir une structure. En fait, il faut arriver à jongler entre le côté structuré et le côté un peu flow, feeling, où hop, t'as une petite idée l'intuition aussi, ça peut être aussi de l'ordre de l'intuition, qui va te dire, bah, écoute, si tu fais aussi ça, bah, fais-le. Donc, je pense qu'il faut arriver aussi à jongler entre le côté cerveau droit, cerveau gauche. Le droit, c'est plutôt pour l'intuition et gauche plutôt pour le côté logico-mathématique. Donc, oui, il faut laisser une place à l'intuition dans son chemin, en fait. Est-ce que toi, tu as des astuces que tu utilises sur toi-même pour arriver à déterminer qu'est-ce qui est de l'intuition et que ça vaille la peine de le suivre et qu'est-ce qui est de l'éparpillement en mode non, c'est pas une bonne idée? Bah, en fait, moi, ce que j'aime bien, après, c'est aussi trouver aussi un environnement pour pouvoir clarifier. Parce que moi, quand je le fais, c'est avec un papier, tout simplement, un stylo. Je peux aller où je veux, même avec un ordinateur. Mais voilà, après, j'ai la possibilité de bouger avec. J'aime bien sortir en nature. Voilà, c'est l'environnement qui m'inspire, en fait. Donc, je vais aller en nature et je vais vraiment, en fait, poser, en fait, la problématique sur papier. Et en fait, je vais structurer. Donc, je vais me noter, voilà, quelle est la problématique, qu'est-ce que j'ai envie de me mettre en place, qu'est-ce qui va servir à mon entreprise et conclusion, qu'est-ce que je fais pour, pour pouvoir partir quand même avec une action derrière. Et moi, je reviens à l'introspection parce que je pense qu'on a en nous quand même les réponses, mais toujours se dire, OK, est-ce que ça va servir à mes objectifs? Parce que moi, c'est vraiment une question qui m'aide beaucoup. Est-ce que c'est un fantasme passager, une idée qui est venue, qui va vite repartir? Mais vraiment être honnête avec soi-même. Est-ce que ça va servir les besoins de mes clients, les objectifs que je me suis fixés. Après, il y a aussi, moi, il y a quelque chose qui me drive beaucoup, qui m'aide, c'est mon pourquoi, mais aussi cette pensée à moi, à mon papa, qui a toujours eu beaucoup d'idées. Les chiens ne font pas des chats. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que quand je l'écoute parler, c'est vrai que des fois, il a souvent changé, tu vois, sur sa route. Et il a aussi des regrets, dans le sens où il s'est dit, ouais, si j'aurais continué telle ou telle chose, j'aurais pu aller là. Enfin, je sens un peu des regrets. C'est vrai que ça, quand j'y pense, je me dis, ah ouais, non, mais j'ai pas envie de m'éparpiller parce que j'ai pas envie d'arriver à un moment où où je me dirais, ah ben, j'aurais dû. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui me drive, moi, personnellement, à aller vraiment à rester focus le plus possible, en fait. C'est vraiment un challenge pour les personnes qui ont tendance à s'éparpiller, c'est de rester focus. Je pense que visualiser son pourquoi peut quand même aider à nous remettre sur sur la voie, tu sais. C'est très puissant aussi cette notion par rapport au regret, ce que tu observes et tout. Je pense que, en tout cas, moi, ça m'a plu d'entendre ça, quoi. Et parce que mon père, j'aime bien, je l'ai mise en plus une fois sur mon mur d'Instagram. Une fois, il m'a dit si t'es pas carré,
tu tournes en rond. Ah, c'est joliment dit. Et c'est vrai que des fois, je me le dis. C'est vrai que, voilà, on peut être créatif et aimer être en mode feeling, etc. Mais je trouve qu'il faut quand même laisser de la place au côté structuré, où il y a quand même des étapes à passer. Et ça, c'est la réalité des choses aussi. On n'a rien sans rien. Et c'est vrai que quand on a quelque chose quand même qui est relativement structuré, avec des étapes, ben, on est sûr quand même d'arriver à atteindre l'objectif. Et tout à l'heure, tu nous parlais du coup de neuroefficience jusque dans les tâches et dans notre gestion du temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, du coup, je suis hyper curieuse et j'ai l'impression qu'il y a des pépites qui se cachent derrière cette notion-là. Mais en fait, bah souvent, ça paraît relativement simple. Tu sais, quand on le dit, on se dit, bon, ça va, c'est simple. Mais le mettre en application, ça demande de l'entraînement, j'ai envie de dire. Tout se joue quand même au niveau quand même de la gestion des tâches qu'on va devoir mettre en place et d'arriver à pondérer en fait combien de temps ça va nous prendre, combien d'énergie aussi ça va nous demander, le coût aussi en termes de financier, arriver à le pondérer en fait, arriver à pondérer ces tâches et arriver aussi à voir quelles sont les tâches prioritaires en fait dans ma semaine en fait. Et c'est vrai que la priorisation, souvent, c'est compliqué pour certaines personnes. Il faut arriver à prioriser, à quantifier, pondérer en termes de temps pour pouvoir le placer en fait dans sa semaine, pour pouvoir ainsi chaque jour pouvoir avancer vers l'atteinte de son objectif. Pour ça, ben, en fait, il faut faire des tests. Au début, on peut se tromper. Des fois, on peut penser qu'une tâche peut nous prendre 25 minutes alors qu'elle nous prendrait 45. Mais c'est OK. Au début, voilà, tu vas bloquer 25. Après, tu vas te dire, bah, écoute, je vais bloquer 45. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des tâches qui, selon moi, par exemple, quand on doit faire preuve de créativité ou on doit écrire, là, je pense qu'il faut, ben, le mieux, c'est d'utiliser par exemple le Pomodoro. Je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là parce que notre niveau de concentration, il est limité en fait. Donc, au bout de 25 minutes, hop, on décroche. Donc, je trouve que pour des tâches créatives, ben, vaut mieux passer sur des 25 minutes, pause de 5 minutes, on reprend 25 minutes et on refait des pauses de 5 minutes. Après, pour les tâches qui ne demandent pas par exemple, d'être créatif, comme gérer des mails, la gestion de mails, là, tu peux te donner un peu plus de temps. Par exemple, un peu plus, quoi, 50 minutes ou autre. Après, voilà, quand tu vas pouvoir déterminer la nature de ces tâches-là, tu vas pouvoir quand même déterminer le temps que ça pourrait prendre. Et après, ne pas hésiter à revoir le budget temps. Voilà, le budget temps que tu vas accorder. Mais ça, c'est vraiment un entraînement. Au début, peut-être qu'on a un petit peu de mal, etc. Mais concrètement, moi, je vous invite, dans tous les cas, même si vous vous trompez, de vous donner à chaque fois, je vous jure, c'est un truc de fou, ça marche, de vous donner un budget temps. Donc moi, je vous ai donné 25 minutes pour voilà tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Mais après, si pour vous, c'est 40 minutes, c'est OK. Mais si vous vous donnez pas un budget temps, ben, c'est là où ça peut être contre-productif, en fait. Parce que si vous dites à votre cerveau, demain, je sais pas moi, je vais faire du contenu pour mes réseaux, bah, votre cerveau, ça peut être une minute, comme ça peut être 8 heures, comme ça peut être sur 10 heures. Donc, en fait, quand on délimite, bah, je peux vous assurer, en fait, il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose, et ben on y va, on va jusqu'au bout et on est vraiment très, très, très efficace. Même, je l'utilise des fois pour faire mon ménage. Hein. J'utilise le Pomodoro. Je me dis, ben, 25 minutes, je fais la cuisine et je le fais. Vraiment, je le fais et je sens que je suis efficace. Donc, par rapport à la gestion des tâches, vraiment, le conseil vraiment qui ultime que je pourrais vous donner, c'est de vous donner un budget temps. Ça, c'est vraiment très, très efficace. Je crois que c'est une loi de la productivité, je ne sais plus si c'est la loi de Parkinson ou Dilic en termes de productivité, qui dit que une tâche prendra le temps qu'on lui aura alloué et que si on se dit je vais faire un épisode de podcast en 1 heure ou si on se dit je vais faire un épisode de podcast le même en 3 heures, eh ben on va se débrouiller, notre cerveau va se débrouiller par le biais de confirmation pour faire en sorte que ça nous prendra 3 heures ou 1 heure. Et donc des fois c'est bien de savoir aussi jouer là-dessus, de se dire bon bah je vais traiter tous mes mails et ça va me prendre 20 minutes. Et comme par magie, ça va nous prendre que 20 minutes, là où peut-être on y aurait passé une matinée sans se donner de budget temps, quoi. Budget temps, oui, mais c'est vraiment incroyable. Tu le fais vraiment dans les temps. Et puis, il y a aussi les deadlines aussi qui est important de mettre en place pour pas tomber dans la loi de Parkinson et vraiment aller au bout de ce qu'on s'est fixé. Donc, se donner aussi une deadline, c'est important.
Donc, si je dois repartir en mode encore plus concret, là, je t'emmène pas le concret. Je m'appelle Aline Bartoli. Je suis neuroatypique, multipotentiel, zèbre et j'ai un énorme système de pensée en arborescence. J'ai trop d'idées, Jamila, je m'éparpille de partout. Sauf que j'ai écouté tes bons conseils dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Donc, j'ai fait une énorme mind mapping avec toutes mes idées de business parce que je suis entrepreneur. Du coup, comment est-ce que je fais une fois que j'ai cette mind map sous les yeux avec 50 milliards de choses à faire? Comment est-ce que concrètement je passe à l'action? En fait, pour passer à l'action, à partir du moment où tu as structuré toutes tes idées, que tu as fait une mind map efficiente, parce qu'il faut qu'elle soit aussi un minimum efficiente, la map en fait, parce qu'il y a trop d'informations, enfin, il y a plein de règles par rapport au mind mapping, si tu veux. Et en soi, l'idée, c'est qu'une map, elle soit digeste. Et ensuite, une fois que tu as ta vision globale, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir planifier en fait, ces choses-là dans le temps, en fait, pour que tu puisses vraiment les positionner dans ton agenda, pour leur donner une forme de réalité, entre guillemets, même si tu ne les as pas fait, même si ce que tu as noté, c'est dans 3 mois, à partir du moment où tu as noté la tâche, déjà, tu te libères d'une charge mentale et je peux vous assurer que c'est juste incroyable que de faire ça. On se sent vraiment bien. On se sent serein, vraiment, on libère sa charge mentale. Donc, en fait, l'idée, c'est de planifier tout ça tout en ayant, tout en s'assurant de faire en sorte de sous-catégoriser les tâches, en fait. Parce que vous avez votre tâche finale, enfin, l'objectif final. Et cet objectif final, il faut le décomposer en sous-objectifs. Donc voilà, il faut sous-objectiver. Alors, je ne sais même pas si ça se dit, mais moi, j'adore inventer. C'est très clair, en tout cas. Donc voilà, faut arriver à créer des sous-objectifs pour pouvoir après avoir ces tâches au quotidien. Et puis voilà, après, c'est quelque chose à savoir faire quand même un minimum, parce qu'il y a des personnes, Aline, qui n'arrivent pas du tout à le faire. Donc, des fois, je discute avec des personnes qui me disent je sais ce que je veux faire, j'ai des idées, mais je n'arrive pas du tout à le poser sur papier. C'est une réalité. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à créer des structures, des process, par où je commence, etc. Donc là, par où on commence? On commence par ce qui est prioritaire, en fait, pour pouvoir avancer au mieux. Donc voilà. Donc, je reprends chacune de mes petites tâches sur la mind map. J'estime pour chacune d'entre elles, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu le degré de priorité, le degré de concentration que ça va me demander et le budget temps. Et directement, pouf, je vais le mettre dans mon agenda pour bloquer ce créneau et on va dire, utiliser à bon escient et à mon avantage la fameuse loi de Parkinson en disant ça, ce sera fait en 20 minutes, quoi. Yes, parce que si tu veux, une fois, j'ai une amie qui, à chaque fois, elle me contacte, elle me dit j'en peux plus, j'ai trop de choses à faire. Et tu es la personne qu'il me faut. Donc, elle me dit ça. J'ai l'impression que je mets ma cape. Que genre, j'ai une cape et j'y vais en mode Wonder Woman. En fait, une fois, on avait pris 2 heures parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et on a tout structuré en mode entonnoir. Ensuite, on a mis des deadlines pour chaque action qu'elle devait mettre en place. Et en fait, une fois, en fait, la femme me l'a dit après coup. Elle m'a dit, Jamila, en fait, je devais faire un achat et je l'ai fait pile le jour où j'ai noté la deadline sans l'avoir revue. C'est incroyable. Ouais, c'est le cerveau, elle est consciente du cerveau. C'est le cerveau, c'est incroyable. Et elle était impressionnée. Et aussi, ce qui se passe, c'est clairement, une fois que vous avez tout positionné, que vous avez mis vos deadlines, vous gagnez vraiment en sérénité, en fait. Même si vous n'avez pas accompli la tâche encore, hein, vous savez qu'à un moment donné, vous allez le faire. Et surtout, c'est noté quelque part. C'est ça, en fait, on se décharge mentalement de la tâche et du fait que il faut qu'on s'en souvienne, quoi. Complètement. Après, il y a aussi un autre élément. Après, ça dépend de chacun. Il faut être patient aussi parce que souvent, on a un objectif, on aimerait le réaliser en 2-3 mouvements. Et parfois, non, il y a des choses qui prennent du temps. Donc là, il va falloir aussi lâcher prise. Ah, tout un autre sujet, ça encore. Voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, c'est important de le souligner aussi parce que des fois, les personnes veulent tout faire, vont se dire « Ouais, moi, je peux tout faire. Allez, je me fais des listes de tâches à rallonge au quotidien. » Là, c'est contre-productif, là aussi. Il ne faut pas non plus en mettre trop chaque jour. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on se fatigue, on s'épuise, on se décourage et on passe de moins en moins à l'action. Donc, l'idée, ce n'est pas d'arriver à cet état-là. Allez-y doucement, positionnez chaque jour ce que vous pouvez mettre en place concrètement
Et vous allez voir que petit à petit, vous allez arriver vers votre objectif, en fait. Et je pense que c'est de faire preuve d'humilité que de se dire aussi, bah, je vais pas pouvoir faire ces 8 tâches aujourd'hui. Ouh, ça me parle fort, ça. Non, mais je pense qu'on va être beaucoup appeler des coupables là-dessus, quoi. Après, il y a Après, bon, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a aussi la réalité de la vie. C'est-à-dire que quelles sont mes obligations au quotidien? Quelles sont mes casquettes? Et ça aussi, ça peut être intéressant de le faire, de le poser sur papier, de poser toutes les casquettes qu'on a dans la vie. On peut être maman, on peut être épouse, on peut être la fille d'eux, l'amie d'un tel, entrepreneur, adhérente à une association, etc., etc. Et ça aussi, quand on fait le point sur ça et que là aussi, on donne un budget-temps à toutes ces choses-là, là aussi, on vient alléger sa charge mentale et apporter un peu plus d'efficacité aussi dans son travail, parce que l'idée aussi, c'est de trouver quand même un équilibre de vie. Donc, du coup, si une personne n'a pas d'enfant à charge et peut se permettre d'avoir un peu plus de tâches au quotidien, ça se comprend. Mais une personne qui a une famille à gérer, etc., donc là aussi, il faut faire aussi en fonction de la réalité. La réalité de sa vie aussi. Et ne pas se comparer du coup au voisin qui n'a pas le même contexte que nous du tout, quoi. Exactement. Exactement. Et on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode de podcast. On a commencé à en parler, à disséminer des conseils un petit peu à droite, à gauche. Mais est-ce qu'on pourrait récapituler un petit peu sur quelques astuces pour éviter le surmenage lié au trop plein d'idées et à la charge mentale, justement pour faire de la prévention sur notre cerveau? Déjà, le point de départ que j'avais dit à un moment donné, c'est de noter. D'accord? C'est important de noter toutes ces idées qu'on a, et juste le fait de noter, on peut décharger. Deuxième point, se dire qu'on ne peut pas tout réaliser. Toutes les idées qu'on va avoir, on va probablement pas toutes les réaliser. Donc, lâcher prise à ce niveau-là et se dire, toutes les idées que je vais avoir tout au long de ma vie, je ne vais pas toutes les réaliser. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Ça permet de apaiser un peu, s'apaiser. Ensuite, faire preuve de neuroefficience au niveau de la gestion des tâches qu'on va mettre au quotidien, en fait. Faire en sorte que il y a un budget temps, un deadline. Pouvoir aussi se poser la question de est-ce que ça va servir mes objectifs? Ça, c'est vraiment important. Au niveau de la concentration, pour pouvoir être concentré, focus sur par exemple, si vous avez du contenu à mettre en place, si vous avez vraiment besoin de concentration par rapport à une tâche, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Pomodoro. Très efficace. Donc, c'est des sessions magnifiques. Des sessions de 25 minutes avec 5 minutes de pause et ainsi de suite. Parfait, c'est bien noté. Merci pour ça. Franchement, j'ai appris plein de trucs déjà. Et il y a plein d'autres trucs qui m'ont inspiré, reboosté, remotivé. Donc, merci pour cette valeur, Jamila. Avec plaisir, Aline. Et pour tous ceux qui voudraient te retrouver, suivre ton travail, te dire à quel point ils ont adoré cet épisode, ou même en savoir plus sur le mind mapping, parce que c'est quand même ta grande spécialité, savoir ce que c'est, comment on s'y met, comment est-ce qu'on fait une mind map efficiente et pas justement trop chargée comme tu disais tout à l'heure, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc, on me retrouve avec mon prénom, Jamila Boukalfa. J'ai une petite photo avec un cerveau. On me retrouve assez facilement. Donc, voilà, vous pouvez venir sur mon Instagram, venir partager en DM. Moi, je serais vraiment très ravie d'avoir vos retours. Et surtout, si ça vous a... parce que le but aussi, au travers de ces podcasts, c'est de faire des prises de conscience. Et s'il y a une personne qui a pu se dire « Waouh, je me reconnais là-dedans. Waouh, il y a des solutions. Waouh », c'est tout gagné. Donc voilà, n'hésitez pas à venir parler de votre vécu en venant vers moi et je vous répondrai avec grand plaisir. Et si on veut travailler avec toi, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu fais de l'accompagnement, de la formation, les deux? Alors, je fais les deux. Je fais des formations mind mapping, en fait, généralement en partenariat avec des organismes de formation. Donc après, voilà, je donne les dates, que ça soit acté. Et après, je fais du one-to-one où je personnalise plutôt l'accompagnement entre mind mapping et du coup, neuroefficience. Trop bien. Et puis on mettra évidemment tous les liens dans la description de cet épisode de podcast pour que j'en ai plus qu'à cliquer et aller te faire un petit coucou et te dire à quel point ils ont kiffé l'épisode. Merci encore Jamila pour tout, pour ton sourire. Même, je pense qu'il a été entendu à défaut d'avoir été vu parce que nous sommes sur un podcast. Merci pour ton sourire, ta générosité, ta bonne humeur, tous tes conseils. Et puis à très vite, j'espère. Merci à toi Aline et puis à très vite.
Et voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez peut-être eu des prises de conscience, découvert certains aspects de votre pensée ou même appris de nouvelles choses sur vous. Je pense que c'était vraiment le but pour moi de cet épisode, mon objectif caché d'avoir un épisode sur la sensibilisation et de l'information plus qu'un épisode passage à l'action. Et quand on continuait à papoter avec Jamila en off à la fin de l'enregistrement, elle m'a dit cette phrase qui était très puissante. Pour la remettre en contexte, je lui demandais comment ça se faisait que certaines personnes qui avaient ce fameux système de pensée en arborescence, où je sais que beaucoup d'entre vous l'ont, et certaines arrivent quand même à tout de suite voir, visualiser quelle est la meilleure option pour eux et passer à l'action et y aller, quand d'autres se retrouvent complètement paralysés devant la quantité de choix possibles sans arriver vraiment à distinguer quelle est la meilleure voie et le meilleur embranchement en fait possible pour eux. Et elle m'a répondu, c'est parce que pour ces personnes-là, choisir c'est renoncer. Et j'ai trouvé ça hyper puissant parce que je pense qu'effectivement c'est là aussi il y a tout un enjeu qui se passe, c'est que quand on a encore une fois ce système de pensée en arborescence, on peut avoir l'impression que choisir une voie, choisir un embranchement, c'est renoncer à tout le reste, alors qu'en fait pas du tout. Choisir, c'est juste choisir. Choisir, c'est pas renoncer, choisir, c'est choisir. Et comme elle a dit, on peut très bien ensuite se retourner en cours de route, changer d'avis, changer de direction, s'adapter. Puis c'est aussi ça l'entrepreneuriat, évidemment, c'est qu'on sait jamais à 100% ce qui va se passer quand on se lance. On décide juste de se lancer sur une voie A, mais qui pourrait être tout aussi bien que la voie B, C ou D, quitte à ensuite ajuster le parcours. Donc voilà, c'était le petit instant philosophique de fin d'épisode de podcast. J'espère que cette discussion, cet échange vous a plu. Comme toujours, si vous voulez encourager le podcast, l'aider à se faire connaître, à se faire découvrir, vous pouvez laisser une note, un commentaire ou même le partager à un ami qui pourrait aussi avoir ce système de pensée en arborescence ou besoin d'entendre ce qui a été partagé dans cet échange. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps, la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!